Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui n'est pas tout à fait terminé. On termine cette année, là, surtout pour le dernier volet là, du projet là, des essais côte à côte. Mais donc, ce que je vais vous parler, je vais vous présenter les objectifs du projet, les résultats de l'enquête qu'on a fait en 2019-2020 sur 108 sites de maïs sucré, les résultats des essais côte à côte qu'on a fait en 2021, puis des résultats préliminaires d'alternatives au traitement de semences insecticides. Donc, puis j'ai une requête aussi pour vous. Donc, on va parler de maïs sucré. Donc, l'objectif général du projet, quand on l'a déposé, c'était vraiment d'identifier les conditions qui justifient l'utilisation des semences traitées aux insecticides, particulièrement les néonicotinoïdes dans le maïs sucré parce qu'il n'y a pas d'alternative encore, pour permettre aux entreprises agricoles d'utiliser cette méthode de lutte seulement quand c'est nécessaire. Donc, d'outiller aussi les intervenants pour les différents, pour être capable de justifier l'utilisation des traitements de semences aussi en fonction des ravageurs. On n'avait pas d'idée. J'ai quand même piloté beaucoup de projets dans les grandes cultures, dans le maïs grain, mais dans le maïs sucré, on ne savait pas qu'est-ce qu'on avait comme ravageur et qu'est-ce qui pouvait justifier l'utilisation de ces traitements de semences-là. Donc, il y avait 3 volets au projet. L'année 1 et 2, c'était un dépistage à grande échelle dans un minimum de 40 sites de maïs sucré par année, donc dans plusieurs régions. On a essayé de couvrir la plupart des régions productrices de maïs sucré au Québec. Et le volet 2, c'était de faire des essais côte à côte, donc de maïs sucré traité ou non avec un traitement de semences insecticides sur 24 sites. On en a fait 6, donc en 2021, on en prévoit 18 là, qui devraient débuter bientôt là, en 2022. Et aussi, former les intervenants, les producteurs au dépistage et l'identification des ravageurs des semis. C'est un aspect qui a été un peu plus difficile à mettre en place à cause de la pandémie, mais ce printemps, au mois de juin, surveillé, il devrait y avoir des offres, il va y avoir des formations de terrain, donc d'une demi-journée qui vont être données. Donc, ça va être envoyé sur AgriRéseau, ça devrait se faire fin mai, début juin, dans différentes régions. Donc, ça, c'était les 3 volets au projet. Et qu'est-ce qu'on a fait pour le volet 1? On a dépisté sur 108 sites finalement en 2019-2020. On a eu quand même une très bonne réponse des clubs conseils des agronomes du MAPAC qui ont voulu mettre la main à la pâte pour faire un dépistage dans les sites qui étaient basés sur le dépistage aussi qu'on a fait là, de nombreuses années dans les grandes cultures pour les ravageurs des semis. Donc, sur chaque site, il y avait 10 pièges à pas qui étaient installés, qui étaient relevés à 2 reprises au printemps. Il y avait 10 échantillons de sol qui étaient faits à côté des pièges à pas pour voir un peu les insectes qui sont à la surface. On récoltait 3 plantules à côté de chaque piège qui étaient pris au hasard, qui étaient envoyés au CRAM où on évaluait les dommages. Donc, vous avez une photo ici là, de dommages vraiment très visibles aux racines là, de grugeage par des insectes. Et j'effectuais avec des techniciens de performance des semis une évaluation des dommages au champ, donc évaluation du semoir, de la qualité du semis, des autres causes potentielles là, qui pouvaient affecter l'émergence puis finalement le développement du maïs sucré. Les ravageurs des semis au Québec, on les connaît particulièrement par les travaux qu'on a faits dans les grandes cultures. Donc, on s'attendait à voir différentes espèces de vers fil de fer, donc des coléoptères, des taupins, qui sont les principaux ravageurs, en fait, là, dans les grandes cultures en général. On s'attendait à voir aussi des hannetons. Il y a 3 espèces qui causent des dommages au maïs, le hanneton commun, européen, scarabée, japonais. Mais ce n'est pas les principaux insectes qu'on retrouve en général. La mouche des semis, il y a 2 espèces qu'on peut retrouver, puis c'était une des questions qu'on avait aussi, la mouche des semis puis la mouche des légumineuses. La mouche des semis, il y a différents biotypes aussi qui ont été identifiés au Québec et on voulait aller plus loin dans cette identification-là parce qu'ils ont des biologies différentes. Puis, ils peuvent affecter différemment là, le semis. Puis le maïs sucré aussi, contrairement au maïs grain, c'est une culture qui est semée sur une beaucoup plus longue période et on sait que la mouche des semis, en tout cas, on avait identifié en grande culture que la mouche des semis, elle a des patrons d'émergence qui sont liés à la température. Donc, on a des modèles d'émergence aussi qu'on connaît, qu'on voulait identifier ça.
Et on a d'autres ravageurs, le ver gris-noir, qui est quand même un ravageur souvent assez important dans le maïs, surtout quand il arrive en début de saison ou quand le maïs est vulnérable là, avant le stade 4 feuilles, 4-5 feuilles. Et comme le maïs sucré s'étend sur une longue période, ben, le ver gris-noir peut arriver à certaines périodes là. Donc, on voulait identifier aussi ces ravageurs-là. Il y a d'autres ravageurs un peu plus occasionnels, là, la tipule des prairies, chrysomèle des racines du maïs, le perce-tige, la pomme de terre, des punaises pentatomides aussi. Donc, c'est surtout les principaux ravageurs, c'est vers fil de fer, mouche des semis, puis hanneton qu'on voulait identifier, mais on a regardé aussi les autres insectes. Donc, globalement, si on vous montre un peu les sites dépistés par région 2019 en 2020, on avait quand même du maïs sucré frais, du maïs sucré aussi de transformation qui était suivi dans certaines régions dans les 2 années. Donc, pour un total de 108 sites au cours de ces 2 années-là. On connaît les facteurs de risque globalement pour les ravageurs des semis, pour les vers fil de fer, entre autres. Le type de sol léger qui peut être un facteur de risque important. La rotation, la monoculture, souvent, c'est quelque chose qui est identifié comme un facteur de risque. Le travail de sol réduit ou semi-direct aussi. Et le pourcentage de matière organique pour la mouche des semis, c'est un des facteurs aussi importants. Donc, on a essayé de contraster un peu, d'avoir des différents facteurs de risque, soit qui étaient à risque comme léger ou pas à risque lourd, pour avoir un peu toute une panoplie finalement là, de tout ce qu'on peut retrouver, puis s'il y a des risques ou pas là, pour ces ravageurs-là. Et on avait le maïs sucré, on avait 34 sites et 30 sites là, dans les 2 années là, qui étaient non traités avec des insecticides. Et on avait 15 et 18 là, qui étaient traités avec un néonicotinoïde parce qu'il n'y a pas d'alternative encore au néonique dans le maïs sucré. Donc, on voulait regarder l'ensemble de ces caractéristiques-là et voir s'il y avait une influence aussi sur nos ravageurs des semis. Ce qu'on a observé globalement, donc je vous ai mis ça, je vais vous présenter un petit peu plus les données de diversité, d'abondance de chacun des ravageurs. Mais on voit qu'on a capturé pour les 2 années 680 vers fil de fer dans nos pièges à pas échantillons de sol. On avait 1690 mouches des semis et très peu de hannetons. Donc, je vous disais que c'était quand même des ravageurs qu'on trouvait relativement peu en général, les hannetons au Québec. Ça confirme ce qu'on voyait là, dans les grandes cultures. Fait que nos principaux ravageurs, c'est mouche des semis et vers fil de fer dans nos échantillons. Si on regarde en termes de diversité, parce qu'on connaît les espèces en grande culture, on voulait voir si on avait le même patron de diversité des vers fil de fer, puis aussi, ça a une incidence sur nos seuils d'intervention, les espèces qu'on peut avoir dans nos champs, parce que nous, on a identifié dans les grandes cultures une espèce. Mais je vous en reparle. Donc, en vert, principalement, on avait le taupin trapu. Donc, vous voyez ici, c'est cette petite espèce-là. On l'a quand même bien étudiée en grande culture parce que c'est une espèce qui est presque endémique au Québec. On ne la retrouve presque pas ailleurs au Canada. Elle n'était pas identifiée à l'origine comme un ravageur. Donc, elle n'a pas été étudiée réellement. Puis, dans les faits, on s'aperçoit que c'est une espèce qui a une génération par année seulement, contrairement à d'autres espèces qui vont prendre plusieurs années avant d'arriver au stade adulte. Une fertilité qui est quand même très faible, puis qui ne semble pas causer énormément de dommages. Là, ça en prend beaucoup pour causer des dommages. Fait que ça, c'était là en 2019. On avait principalement le taupin trapu, donc notre espèce québécoise. On avait, par contre, il y a un seul site dans l'Anaudière où on a eu 80 limonius. Et le genre limonius, celui-ci, est plus identifié dans la littérature comme étant un ravageur important. Donc, ce site-là, on l'a suivi, puis je vais vous montrer ce qu'on a fait dans ce site-là au Québec. Mais c'était la première fois qu'on voyait autant de vers fil de fer. Puis ça, c'était dans une seule visite 80. Donc, c'était 8 vers fil de fer par piège dans une visite, ce qui est énorme. Donc, c'est la première fois qu'on voyait autant ce ravageur-là. Et l'autre groupe qu'on retrouve particulièrement, c'est, vous voyez, en 2020, on a à peu près le même principe, là, à peu près 50% du taupin trapu. Mais le groupe particulièrement qu'on voit beaucoup plus dans le maïs sucré que dans le maïs grain, c'est le taupin du maïs. Donc, cette grosse espèce-là, qui, elle, est vraiment réputée étant plus dommageable pour les cultures, pour le maïs, pour différentes autres cultures.
Et donc, celle-ci, elle est en relativement haut pourcentage là, dans nos champs globalement. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait, ici, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais le vert reste toujours notre taupin trapu, le brun reste notre taupin du maïs, le bleu foncé, c'est le limonius dont je vous parlais, qu'on a observé sur un seul site en très grande quantité. Il y a des variations au niveau des régions. Puis ça confirme aussi ce qu'on observait dans le maïs grain. Donc, régionalement, on peut avoir des diversités de vers fil de fer qui sont différentes. Et ça, c'était en 2020. On voit beaucoup plus de brun, en fait. Puis là, ça peut être les conditions climatiques qui diffèrent. Ça peut être aussi le stade, la biologie du taupin du maïs parce que lui peut arriver au stade adulte en 3 à 6 ans. Donc, les larves vont être dans le sol beaucoup plus longtemps. Mais vous voyez que les abondances sont quand même pas très grandes. Là. Donc, on a un vers fil de fer pour 80 pièges en Montérégie-Ouest. Dans certains cas, on a 76 vers fil de fer, 111 dans Montérégie-Est, puis c'est principalement notre taupin trapu. Mais il y a clairement des variabilités au niveau régional, au niveau des vers fil de fer, qui est quand même plus important que dans les grandes cultures. Ce qui fait que c'est un portrait qui est quand même différent dans le maïs sucré pour les vers fil de fer. En termes d'abondance par piège, est-ce qu'on a, là je vous montre un peu les seuils, il y a 2 seuils qui ont été identifiés dans les grandes cultures, un seuil de 1 vers fil de fer pour les autres, bien, il n'y a pas identifié, c'est le seuil qui est utilisé mondialement en fait pour les vers fil de fer en général. 1 vers fil de fer par piège, ça indique des cas de dommages potentiels. 3 vers fil de fer, c'est ce qu'on a identifié au Québec pour notre espèce, le taupin trapu. Et dans le cas du site, là, dans la Naudière, on voit que le site avec Limonius a dépassé notre seuil, nos 2 types de seuils. Mais en général, on avait une certaine variabilité, puis on atteignait un peu là, le 1 vers fil de fer, mais tout dépend de l'espèce finalement. Et notre espèce Limonius a été vraiment beaucoup plus tard en saison là, qu'on a observé notre seuil de 3 vers fil de fer là, atteint. En 2020, le portrait est un peu différent. On n'atteint jamais 3 vers fil de fer là, pour notre taupin trapu. On atteint le 1 sommairement là, dans plusieurs des sites qui ont été dépistés. Donc, les facteurs de risque qu'on connaît puis que nous, on a évalués pour les vers fil de fer, et c'est une analyse qui est encore en cours, je vais vous expliquer pourquoi. Les types de sols plus légers, clairement, ont beaucoup plus de vers fil de fer là, que les types de sols plus lourds. Puis ça, c'est quand même connu parce qu'on sait que les vers fil de fer vont se protéger et du froid et de la chaleur en s'enfonçant au moins à 1 mètre, 80 cm à 1 mètre dans le sol. Donc, ils doivent pouvoir bouger dans la colonne de sol verticalement. Ce qui fait que les types de sols plus lourds, généralement, ont moins de vers fil de fer à cause de cet aspect-là de leur biologie. On a fait une analyse, puis elle n'est pas complétée parce que je vais le faire sur 4 années, mais on peut faire des analyses avec toutes les variables qu'on a mis, tous les facteurs de risque pour aller voir si certaines espèces sont en lien avec des facteurs de risque. Comme Hypnoidus ici, le type de fumier, par exemple, semble avoir un lien. On a la mouche des semis, donc qui semble avoir un lien avec la matière organique. Vous avez les différentes régions ici, là, différentes couleurs qui vous permettent de dire que certaines espèces sont plus associées à certaines régions. Donc, clairement, les vers fil de fer, les facteurs de risque, on ne peut pas considérer un seul facteur de risque quand on fait notre analyse pour identifier si oui ou non on va avoir des vers fil de fer en plus grande quantité. Donc, dans ce projet-là, il semble avoir les régions, le précédent culturel, la matière organique et le type de fumier qui ont une incidence sur nos ravageurs des semis. Par contre, je vais la compléter avec la prochaine année pour vraiment avoir une puissance statistique un peu plus importante. Dans les grandes cultures, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse avec les années, avec plus de 6 années de données, puis ça a donné le modèle VFF Québec que vous connaissez peut-être, qui donc en arrière-plan a énormément de données associées
qui permet d'identifier des sites à risque parce que pour les vers fil de fer, il n'y a pas juste un facteur de risque principal, il y en a plusieurs mélangés. Donc, j'aimerais ça pouvoir arriver à le faire avec, dans le maïs sucré aussi, avec les données qu'on a. Peut-être, c'est toujours une question de puissance statistique aussi en termes de quantité de données. Mais on connaît quand même, on sait qu'il y a des différences au niveau des régions, on sait que le type de sol plus léger peut être un des facteurs de risque. Puis aussi, ce qu'il faut se baser beaucoup pour les vers fil de fer, c'est l'historique. Donc, l'historique a un gros poids dans le risque d'en avoir parce que surtout pour l'espèce de taupin trapu, les adultes ne volent pas, donc ils vont marcher dans le champ, ils vont toujours répondre dans le même sol. Donc, c'est globalement ce qu'on est arrivé pour le moment avec pour les vers fil de fer. On va compléter avec les données de l'année prochaine. Mais ça vous donne déjà une meilleure idée de peut-être les facteurs de risque à considérer pour vos producteurs. Pour la mouche des semis, on a fait une analyse moléculaire avec l'équipe de Phytodata pour identifier les espèces et les biotypes, parce qu'on s'est aperçu dans plusieurs projets qu'on n'avait pas juste une espèce de mouche des semis et que même pour une seule espèce, on pouvait avoir des biotypes différents qui n'ont pas la même biologie. Fait que je vous montre un peu, on a 62 de Délia platurelle à lignée néarctique, Délia, la mouche des semis lignée holarctique, 17 et on a une autre espèce qui est la mouche des légumineuses, Délia florilega, qui est à 21 dans nos sites. C'est une analyse qui est en cours pour les données de l'année passée, donc on va avoir plus d'informations pour les sites qui ont été faits l'an dernier. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a deux espèces différentes, on a deux biotypes, puis les recherches qui sont en cours au Québec montrent aussi que les deux biotypes de mouches des semis, le Délia platura, n'ont pas les mêmes pics d'émergence, n'ont pas la même biologie. Donc, ça va être à suivre pour ça aussi, pour identifier un peu, pour la mouche des semis. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'avait pas partout. Donc, on a 4 régions principalement où on avait de la mouche des semis. Donc, on avait 14 sites sur 58 en 2019 et 25 sites sur 51 là, en 2020. Donc, ce n'est pas tous les sites qui vont avoir de la mouche des semis. Ce qu'on est capable d'identifier comme facteur de risque, entre autres, c'est qu'on les retrouve toujours. Ici, c'est l'abondance que vous avez là, dans les pièges à pas. Toujours au même moment. Donc, à peu près là, au mois de juin, on voit là, une augmentation là, des abondances. C'est là qu'on les observe. Et ça vient aussi confirmer un peu les modèles d'émergence qui ont été développés en grande culture pour la mouche des semis. On sait que les femelles vont pondre à peu près le 3e de mai. Puis là, on voit les larves là, à partir là, du début juin jusqu'à fin juin. Donc, ça correspond bien au pic de première ponte là, des mouches des semis. À ce moment-là, pour le maïs sucré, vu qu'on a des semis qui sont vraiment étalés dans le temps, on peut penser que notre période vraiment plus à risque pour la mouche des semis peut être à ce moment-là. Donc, la région aussi, parce que les régions n'ont pas tous, on n'a pas observé des mouches des semis dans toutes les régions. Et donc, un autre facteur de risque, c'est la période donc, où on va avoir notre maïs qui va être vulnérable à ces moments-là. Donc, ça aussi, c'est une indication au niveau de la mouche des semis qu'il y a des périodes clés dans la saison où on a un certain risque pour la mouche. L'autre facteur de risque qui a été identifié, c'est le pourcentage de matière organique du sol. Donc, plus le pourcentage de matière organique était élevé, puis il y a une relation qui est significative en 2020, plus on avait une abondance de mouches des semis dans nos sites. Est-ce que bon, là, je vous ai parlé des facteurs de risque, je vous ai parlé de l'abondance. On a quand même une certaine abondance, une bonne présence des ravageurs des semis dans nos sites, que ce soit les vers fil de fer, que ce soit la mouche des semis. Il y a des facteurs de risque, on le voit pour les vers fil de fer, c'est multifactoriel. Pour la mouche des semis, la période est critique, puis la matière organique aussi. Par contre, est-ce qu'on voit des dommages sur nos sites? Donc, voici. Au niveau des plantules, on recevait quand même beaucoup de plantules qui étaient associées à nos abondances de vers à côté de nos pièges à pas et tout ça. Et globalement, on avait les 2 années à peu près 4 de nos plants qui avaient des dommages d'insectes au niveau des plantules observées. Il y avait d'autres dommages là, qui n'étaient pas associés. Donc, je vous ai mis un peu ici les trous dans le grain, c'est les vers fil de fer, les racines grignotées, vers fil de fer, tiges grignotées, ça peut être le
vert gris noir ou vert fil de fer, le grain grignoté, en petit bleu ici, c'est la mouche des semis. On est capable d'identifier visuellement les différents dommages et de les attribuer aux ravageurs. Et souvent, même, on a les ravageurs qui viennent dans la motte de terre à côté, donc quand c'est prélevé au bon moment. Donc, globalement, 4 de dommages seulement au niveau des plantules. Est-ce qu'il y avait un impact du traitement de semences insecticides? Clairement, non. Au niveau des dommages sur les plantules par les insectes, peu importe si c'était traité ou non avec un insecticide, il y avait des dommages apparents quand même. Et ça s'explique par le fait que les traitements de semences ne tuent pas le ravageur. En fait, ça fait juste l'éloigner. Et donc, ils vont quand même aller causer un certain dommage aux plantules. Puis, dans les traitements de semences insecticides, ce que ça peut faire, c'est qu'ils vont causer moins de dommages longtemps, mais il va y avoir quand même un dommage aux plantules associé aux ravageurs des semis, qu'il y ait un traitement ou non. Donc, le traitement de semences comme tel n'empêche pas le dommage, mais ça peut empêcher peut-être une répercussion un petit peu plus tard sur la croissance des plants parce que le ver fil de fer ou la mouche des semis va se retirer plus vite. Mais le traitement de semences en tant que tel, il n'y avait pas d'incidence. Et est-ce qu'on observait une relation entre, par exemple, la mouche des semis et les plants endommagés, là, quand on a fait les observations directement au champ, que ce soit en 2019 ou 2020, il n'y avait pas d'incidence de l'abondance de mouches des semis. Oui, on a beaucoup de mouches des semis à certaines périodes. On a quand même un lien avec le facteur, le pourcentage de matière organique, mais on n'a pas vu quand même au niveau des dommages associés et que ce soit les plantules qu'on recevait ou les dommages en champ en fonction de l'abondance des ravageurs des semis. Donc, ça confirme un peu ce qu'on a observé aussi dans les grandes cultures. Ça prend des quantités quand même assez appréciables soit de ver fil de fer ou de mouche des semis pour avoir une incidence quand même importante sur les plantules et éventuellement sur la croissance et le rendement. La performance des semis, c'est quand même une évaluation qui est intéressante à faire. On l'a développé beaucoup dans les grandes cultures parce qu'on se rendait compte que souvent, il y avait des problématiques liées aux semoirs et non pas juste à les ravageurs des semis qui causaient des problèmes d'émergence. On a appliqué la même méthode dans le maïs sucré, où on va vérifier sur chacun des sites, chacune des unités de semoir à plusieurs reprises dans le champ sur un 5,30 m. Donc là, on compte tous les plants émergés. Quand il y a un plant absent qui devrait être là, on va creuser puis on va vérifier c'est quoi la cause. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on devrait avoir 95 de taux d'établissement du semis dans le maïs sucré, puis en moyenne, on a 79 dans nos sites. Ça varie entre 43 et 98. Là, on s'attend pour qu'il y ait une uniformité de l'émergence puis la croissance des plants. On essaie d'avoir 5 au niveau de la variation de profondeur des semis. On avait 15,6 en moyenne donc, dans ces sites-là. On s'attend à avoir 80 d'uniformité sur le rang. Donc, si on a dit que c'est planté aux 6 pouces, on devrait avoir un plan. Bien, on s'attend que pour qu'il y ait une meilleure croissance puis une meilleure, surtout pollinisation, on va avoir 80 d'uniformité sur le rang. En général, dans 2019, c'est 71 Et le principal problème d'émergence, c'était l'absence du grain. Donc, on ne sait pas, les semoirs à maïs sucré sont plus âgés peut-être ou moins perfectionnés. Il y avait vraiment une problématique souvent très importante, il n'y avait pas de grain. Et on le sait d'expérience avec les ravageurs des semis dans les grandes cultures, quand il y a un insecte, un ver fil de fer qui a mangé le grain ou une mouche des semis, on voit encore le grain. Mais dans le cas du maïs sucré, on ne voyait plus du tout, il n'y avait pas de grain. Donc, il y avait vraiment une absence, soit le semoir n'avait pas semé finalement. C'était une des problématiques les plus importantes qu'on a observées. Et un peu le même constat en 2020. Et là, encore moins d'uniformité sur le rang et on avait encore la principale cause était l'absence du grain. Et ça, c'est peut-être quelque chose à vérifier, valider avec les producteurs de maïs sucré parce que la principale cause n'est pas finalement des insectes, mais va être vraiment plus l'ajustement du semoir qui peut être vraiment important.
Et ce qu'on observait aussi beaucoup, c'est les vers gris-noirs. Donc, quand même, beaucoup le petit trou que vous voyez là, en bas, là, à droite, ça, c'est vraiment le vers gris-noir qui peut causer ça. On avait un peu de mouche des semis, de vers fil de fer aussi. Mais les autres causes étaient la profondeur des semis, le froid, les roches, le plastique aussi, qui fait que souvent le plastique empêche le plant de vraiment s'intégrer ou s'insérer comme il faut ou percer le plastique. Donc, il y avait une problématique souvent au niveau du plastique qu'on n'a pas nécessairement dans les grandes cultures. Donc, globalement, ce qu'on a comme résultat dans ce volet-là, on avait une bonne présence des ravageurs des semis jusqu'à 75 des sites là, en 2020 où on les voit, là, il y a quand même des ravageurs. Le taupin trapu est prédominant, notre Hypnoidus abbreviatus, mais le taupin du maïs est vraiment très présent là, aussi là, jusqu'à 20 quelques pourcents, 27 là, en 2019. Donc, c'est un taupin qui est quand même plus problématique que le taupin trapu, qu'on sait que c'est une espèce qui se reproduit quand même très peu, qui reste dans le même champ, qui n'a pas d'évolution de population. Mais le taupin du maïs, lui, peut vivre 3 à 6 ans en larve, donc avant d'arriver au stade adulte. C'est une espèce particulièrement à surveiller. Il y a entre 2 à 7 espèces de vers-fil de fer retrouvées par région, puis il y a vraiment certaines régions plus diversifiées. Donc, je dirais que ces régions-là seraient plus à surveiller finalement. Et l'historique des vers-fils de fer aussi peut avoir une grande incidence sur le risque d'avoir des dommages par ces ravageurs-là. La mouche des semis, elle était moins présente, mais principalement dans 4 régions. Et on sait qu'elle est plus abondante avec le pourcentage de matière organique qui est important. Donc, ça aussi, quelque chose à surveiller. La date de semis puis l'émergence des mouches, là, donc en juin, c'est quelque chose qui est à identifier aussi comme un facteur potentiel de risque. Par contre, on n'avait pas de lien entre l'abondance des ravageurs, les plantules endommagées. Donc, on n'avait peut-être pas des quantités suffisantes pour réellement avoir des impacts importants là, sur la culture. Fait que ça, c'est pour l'enquête par rapport au projet. On voulait avoir vraiment une idée de, OK, qui on a dans nos champs, c'est quoi l'abondance, la prévalence aussi, l'importance des dommages causés là, aux plantules en début de saison. On a été quand même testé pour voir s'il y avait une différence de rendement donc à la fin du projet entre le traité et le non traité. Malheureusement, avec la pandémie, différentes situations, on n'a pas fait autant de sites qu'on voulait, puis on a dû reporter d'une année. On aurait dû avoir terminé en 2021. On va le faire en 2022. Donc, on a quand même un début avec 6 sites effectués en 2021 où on a fait 4 réplications de bandes traitées et non traitées avec le même cultivar de maïs sucré qui avait été traité ou non avec un insecticide. Il a été traité avec le Cruiser, donc le thiaméthoxam. Et on avait 2 stations d'échantillonnage par site. Et là, on a fait le même principe, échantillonnage par piège à pas, échantillon de sol, plantule, performance de semis et le rendement. Donc, globalement, on avait quand même jusqu'à 75 mètres, 100 mètres là, de sites là, de bandes là, pour chacun des côtes à côte. Et l'évaluation des rendements, comme le maïs sucré, c'est une récolte d'épis, donc qui sont commercialisables, donc qui vont pouvoir être vendus et qu'il peut y avoir 1 ou 2 passages selon le personnel qui est présent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une évaluation visuelle du rendement. Donc, on calculait, on allait voir le nombre de plants sur les 2 rangs du centre à côté de chacune de nos stations, mais un petit peu plus loin, en fait, pour éviter la récolte de plantules. On dénombrait le nombre d'épis récoltables, donc avec la méthode d'évaluation du bout de l'épi. Puis, on évaluait ce qui était potentiellement commercialisable aussi si jamais on revenait sur le site quelques jours plus tard. Puis, on faisait ça quelques jours avant la récolte du producteur. Fait que c'était pour éviter de récupérer des épis qui pourraient être vendus par le producteur pour pas qu'il y ait de pertes dans le champ. Donc, là, juste vous montrer un peu, on avait quand même des bonnes abondances là, pour plusieurs, que ce soit des vers-fils de fer là, dans les pièges à pas ou les échantillons de sol. La plupart avaient une présence de vers-fils de fer et même certains dépassaient un seuil de 1. Et où on avait des pièges, des mouches des semis là, finalement dans nos pièges à pas ou dans nos échantillons de sol, là, quand même en moyenne avec une certaine abondance.
Les plantules endommagées qui sont traitées ou non avec un insecticide de semence, donc vous voyez le non traité, il est en bleu, le orange étant le traité. Selon les sites, la majeure avait, la plupart, il y avait Nicolet qui avait un petit peu plus dans le non traité, qui était non significatif, Sainte-Anne-de-Beaupré aussi. Donc, on avait une certaine proportion de plantules endommagées par les insectes, beaucoup plus à Coteau-du-Lac, en fait. C'était un site qui avait quand même une grande abondance de vers fil de fer. Est-ce que ça s'est répercuté donc sur le rendement? Bien, globalement, non. Donc, c'est le nombre d'épis qui était commercialisable. Il n'y avait pas de différence significative si je prends globalement le traité et le non traité. Mais il y a une différence là, entre les sites, évidemment, là, dans notre analyse là, statistique, là, qui était une analyse de variance, là, finalement. Donc, c'est sûr que c'est seulement 6 sites. On va tripler le nombre de sites en 2022, donc on va avoir un peu plus le cœur net par rapport à ça. C'est quelque chose qui confirme quand même ce qu'on observait dans les grandes cultures, qu'on a fait quand même 68 essais, donc où on n'avait pas de différence de rendement traité, non traité. Est-ce qu'on avait quand même une relation entre les insectes, le dommage, le peuplement, le rendement, parce qu'on pourrait quand même penser que la présence des insectes a une incidence sur nos dommages ou sur... et ce qu'on voit, c'est que peu importe qu'on soit dans du traité ou du non traité, on voit quand même qu'il n'y a pas de relation significative entre notre nombre d'insectes et soit nos plantules endommagées ou bien notre rendement. Une petite augmentation là, dans le non traité pour les plantules endommagées, mais qui ne se traduit pas là, en termes de rendement là, pour nos parcelles qui étaient non traitées. Donc, est-ce que les traitements de semences insecticides sont nécessaires? C'est une question qu'on peut se poser, qu'on ne répondra pas nécessairement aujourd'hui quand même. On sait qu'on a jusqu'à 75 de nos sites dépistés là, qui avaient une présence des ravageurs, donc sur 114 sites, là, si je compte les sites qu'on a fait aussi dans le volet 2. On a atteint un seuil connu là, de 3 vers fil de fer pour le taupin trapu sur un seul site sur 114 là, en 3 ans, 0,8 %. On a atteint quand même un seuil de 1 vers fil de fer, puis il faut penser qu'on a quand même des diversités plus grandes dans le maïs sucré sur 8 % des sites là, sur les 3 années. Ça rejoint ce qu'on observe aussi dans les grandes cultures où on tend à avoir une augmentation entre 4 et 10 % là, finalement des sites qui atteignent un certain seuil là, au niveau du taupin trapu en général. Donc, ça revient à peu près au même constat là, que dans les grandes cultures. On a un dommage aux plantules encore là dans 4 % des cas, ce qui revient aussi, c'est très, très similaire quand même aux grandes cultures. Et pour le moment, on n'a pas de différence de rendement là, sur ces sites-là. On va en refaire quand même 18. C'est sûr qu'on veut arriver à la fin du projet avec vraiment identifier nos facteurs de risque, vous aider à prendre des décisions avec les producteurs agricoles aussi parce que oui, il y a des risques. Entre autres, quand même, la mouche des semis, il y a une période critique, puis il y a aussi le pourcentage de matière organique qui est plus critique. Dans certains cas, comme le site où on avait 80 limonius, clairement, cette historique-là, ces ravageurs-là, ces vers-fil de fer-là causent des dommages. Donc, oui, il y a certains sites qui ont un certain risque et qui nécessiteraient des traitements de semences. Mais c'est quand même pas l'entièreté des sites. On veut quand même essayer, j'espère que les informations que je vous ai données vous guident quand même à avoir quand même certains facteurs de risque à considérer en premier lieu. Donc, au niveau des vers-fil de fer, la région, le type de sol aussi qui a une certaine incidence, puis la mouche des semis, donc la période, le pourcentage de matière organique. Est-ce qu'il y a des alternatives au traitement de semences insecticides? Oui, il y a plusieurs méthodes qui sont en train d'être travaillées, que ce soit sur des champignons entomopathogènes qu'on va pouvoir mettre dans le sol. Il y a une alternative que nous, on a testée en préliminaire puis que je veux vous partager avec le sarrasin. Le site où on avait 80 limonius dans l'anodière, on a vraiment... le sarrasin est une plante qui a été identifiée comme qui délétère finalement pour les vers-fil de fer. Là, il y a des essais, des projets qui sont faits sur l'île du Prince-Édouard où c'est des rotations sarrasin-pommes de terre
et ont réduit drastiquement les populations de vers fil de fer et les dommages aux pommes de terre avec le sarrasin en rotation. C'est une plante qui a des composés chimiques qui vont tuer même les vers fil de fer et non pas juste les repousser. Il y a vraiment une mortalité associée à l'alimentation des vers fil de fer sur le sarrasin, sur au moins une période de 50 jours. Donc, ça a été fait en labo, ça a été fait en champ, puis c'est quelque chose qu'on voulait tester chez le producteur. Et ce qu'on a vu, puis c'est sûr que c'est un seul site, on est encore en train, on va évaluer cette année, parce que c'était il y a 2 ans, il y a eu du sarrasin, l'année passée, c'était en courge, cette année, ça s'en va en maïs sucré. Non, c'est le contraire. Mais bon, ce qu'on a vu, en fait, on avait des bandes d'avoine et on avait des bandes de sarrasin. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2020, dans l'avoine et en 2021, l'abondance n'a pas du tout été quand même relativement faible, mais elle n'a pas du tout changé. Tandis que dans le sarrasin, on a eu une chute de 74 des vers fil de fer. C'était des pièges qui étaient géoréférencés, puis on est retourné aux mêmes endroits sur plusieurs années. On y retourne cette année en maïs sucré et on va voir si ça a une incidence. C'est sûr que c'est un seul site, mais ça vient confirmer des résultats de recherche qui sont faits à l'extérieur. On s'est associé avec la chercheure pour pouvoir faire un projet plus conséquent avec le sarrasin. Et donc, on est en recherche de sites pour ce projet-là. Pour des producteurs qui voudraient semer des bandes de sarrasin d'avoine cette année et en maïs sucré l'année prochaine. Donc, on a besoin d'à peu près une superficie équivalente à 12 plastiques de maïs sucré sur 2 rangs sur 150 mètres de long ou 24 plastiques sur 75 mètres. Puis, il y a une rémunération pour le producteur et le conseil. L'année 1 du projet, c'est soit ce setup-là qu'on met ou bien ce setup-là, tout dépendant de la disponibilité là, du site, du champ et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui, si jamais vous avez des producteurs que vous pensez qui seraient intéressés à faire ces essais-là pour de rajouter un petit coin de champ avec sarrasin avoine, mais on veut vraiment tester la méthodologie. On veut tester aussi si c'est fait, si le printemps-automne, c'est sarrasin au printemps ou sarrasin en automne. Donc, il va y avoir 2 types de semis là, dans le même champ. Parce qu'on veut pouvoir aussi apporter des alternatives au traitement de semences insecticides, parce qu'on le sait, ça a des impacts sur l'environnement, mais c'est des méthodes qui vont être alternatives, donc qui ont besoin d'un peu plus de peaufinage, puis d'identifier les meilleures méthodes, la meilleure façon de faire. Donc, je vous remercie. J'espère que j'ai été claire. Je vais prendre les questions sans problème. Et il y a énormément de gens qui ont été impliqués dans le projet. Puis, j'espère que vous avez bien... c'est ça. Je suis contente de vous avoir présenté ces résultats. Merci.